Fidèles internautes, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez et où vous nous regardez actuellement sur votre média préféré Inside News 241. Nous sommes en direct du stade d'Angondje où se déroule depuis le 4 avril dernier le dialogue national inclusif qui réunit donc l'ensemble des Gabonais qui ont été choisis pour débattre de toutes les questions qui ont été sélectionnées par la commission mise en place par le ministère de la Réforme des institutions. C'est donc plus de 38 000 contributions qui ont été envoyées pour ce dialogue national inclusif. Et aujourd'hui, nous allons donc débattre avec l'un des commissaires de la sous-commission emploi, M. Binet Mayabi Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Sylvain Mayabi est donc secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du secteur du pétrole, mais il est également commissaire dans la sous-commission emploi. Nous allons donc avec lui, chers internautes, débattre sur 4 points principaux. D'abord, le dialogue national. Ensuite, le climat social dans le secteur pétrolier. Et nous allons enfin aborder la question de l'accident de Perenco qui a eu lieu le 22 mars 2024 et surtout l'arrêté numéro 024 du 16 avril dernier qui a donc été signé par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, un arrêté qui va donc permettre la mise en place d'une commission sociale et nous allons donc en débattre aujourd'hui avec notre invité. Monsieur Mayabi, que peut-on dire aujourd'hui de ce dialogue national inclusif, vous qui avez été au cœur même des débats dans la sous-commission emploi? Merci. Donc j'ai été et je suis toujours, parce que le dialogue prend fin par la cérémonie de clôture le 30 avril. Et je suis dans la commission économie, la sous-commission emploi. Et donc dans cette commission, nous avons débattu de 3 thématiques: le code du travail, l'emploi et la fonction publique. Et hier, la commission économie dans son entièreté et la sous-commission emploi de manière particulière a fait sa plénière pour clôturer les travaux donc, de cette commission. Les recommandations que nous avons portées relèvent des attentes des populations. Le but, c'était de trouver les voies de mise en œuvre des demandes formulées par les populations. Vous avez parlé de 38 000 demandes au départ. Dans la commission emploi où nous étions, nous avons plus de 2500 recommandations des citoyens. Et dans la commission emploi, travail, code du travail, nous avons près de 1500 recommandations. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette commission et sous-commission emploi? On ne va pas livrer les secrets, ce n'est pas de notre responsabilité. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que les attentes des populations liées à la révision du Code du travail ont été discutées. Et fort certainement, ces recommandations ont été réaffirmées par la sous-commission emploi. Alors, sans trahir un secret, parce que de toutes les façons, certains de ces éléments, donc les propositions qui ont été faites, relèvent justement des propositions des Gabonais. Est-ce qu'il y a comme ça quelques éléments que vous pouvez sortir pendant cette émission? Oui, les Gabonais ont demandé que la protection de l'emploi et la priorisation de l'emploi des nationaux soient remontées dans le Code du travail. Et nous avons discuté donc des quotas de la main-d'œuvre étrangère. Donc nous avons fait des propositions qui réduisent au maximum le taux de travailleurs étrangers à engager dans les entreprises du secteur privé et parapublic au Gabon. La question également de la précarité de l'emploi. Vous savez que notre pays, notre secteur privé et parapublic souffre du phénomène des contrats 1 mois, des contrats 2 mois, avec des bas salaires, avec des conditions de travail insécuritaires. Donc, ces questions ont été évoquées et la lutte contre la précarité de l'emploi a été mise en avant dans nos propositions en demandant que dorénavant, la loi 20/2007 sur la mise à disposition du personnel soit la priorité de respect par les employeurs pour lutter contre la précarité de l'emploi. Et vous avez l'impression, par rapport aux mécanismes, par exemple, qui ont été mis en place, qu'il va y avoir plus de rigueur? Est-ce que vous croyez, parce que la loi au Gabon existe, c'est d'ailleurs une des questions que
que relevaient la plupart des contributeurs, c'est qu'on a un corpus juridique suffisamment fourni, mais le problème souvent, c'est au niveau du respect ou plutôt de la mise en application de ces lois. Est-ce que dans les discussions qui ont eu lieu, dans les propositions qui ont été faites, ou plutôt les améliorations qui ont été proposées dans la sous-commission emploi, il y a des réels mécanismes justement de suivi de cette loi qui va être proposée après? Les mécanismes existent, c'est l'inspection du travail. Sauf que ces mécanismes, cet organisme de l'État qu'est l'inspection du travail, ne dispose pas de moyens. Insuffisance des hommes et des femmes qui constituent ce métier. Vous avez en moyenne un inspecteur du travail pour une vingtaine d'entreprises. Vous avez en moyenne 3 inspecteurs du travail disponibles dans les provinces. Parfois, les départements n'ont pas d'inspecteurs du travail. Vous avez des inspecteurs du travail qui existent, qui n'ont pas de moyens pour effectuer leur mission. Ils n'ont pas de moyens didactiques. Ils n'ont pas de moyens roulants. Ils n'ont pas de moyens financiers. Donc, ils doivent, parfois par leur propre salaire, acheter du papier pour imprimer un procès verbal d'une conciliation avec un employeur. Ils doivent parfois payer le taxi, prendre un taxi, payer une course pour aller contrôler un employeur. Donc, dans la majeure partie des situations, ce sont finalement les employeurs qui deviennent les mécènes des inspecteurs. Ce sont les employeurs qui fournissent aux inspecteurs les moyens roulants, les moyens techniques, les moyens didactiques pour effectuer leur mission. À ce moment-là, quelle objectivité pouvait attendre d'un inspecteur du travail qui se retrouve dans une entreprise par les moyens de l'entreprise, par la volonté de l'entreprise et parfois par un per diem de l'entreprise. Donc, le problème, il faut que l'État prenne ses responsabilités. On doit sortir de la situation où tous les moyens de l'État sont concentrés dans les administrations dites de souveraineté, les impôts, les douanes, le pétrole, et là-bas on donne tous les moyens qu'il faut aux inspecteurs. Quand des inspecteurs des impôts, des inspecteurs des douanes, des inspecteurs des hydrocarbures arrivent dans les entreprises, mais c'est des petits roitelets. Les employeurs se plient. Mais quand les inspecteurs arrivent, mais c'est à la limite comme si personne n'est arrivé. Parce que l'État n'a pas mis les moyens en termes d'autorité et les moyens en termes de capacité d'action pour que les inspecteurs jouent leur rôle. Et donc, demain, au sortir du dialogue national, il faudrait que les autorités en place donnent les moyens aux inspecteurs du travail. Il faudrait que les autorités en place, dans le cadre, par exemple, du concours de l'EPCA et de l'ENA qui est en train de se faire, il faut réserver un nombre de places important pour les inspecteurs du travail parce que le nombre est déficitaire. Voilà. On ne peut pas juger, accuser les inspecteurs de corrompus si l'État leur met dans des conditions de corruption. D'accord. Alors, est-ce que, au-delà justement de la mise en place de mécanismes aidant les inspecteurs, il y a également une réflexion autour de l'entrepreneuriat? Parce que quand on parle d'emploi, on ne parle pas que d'accès à un poste dans une entreprise, mais on parle également de la possibilité, parce que on en parle depuis quelques mois, de la question de l'entrepreneuriat. Quels sont, sans vouloir trahir évidemment le secret des conclusions de la sous-commission, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut également ressortir qui soient généralistes sur l'entrepreneuriat? Naturellement, il y a des propositions qui ont été faites dans le cas de l'auto-emploi, parce que les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas embaucher tous les chômeurs qui existent. La fonction publique ne peut pas embaucher tous les chômeurs qui existent. Quand bien même nous avons relevé que la fonction publique peut encore embaucher beaucoup de Gabonais, il y a des postes, il y a des métiers, il y a des situations qui sont occupées soit par des fonctionnaires fantômes, soit par des personnels étrangers. Dans les entreprises parapubliques et privées, c'est pareil. Il y a des places, mais qui sont occupées en majorité par des étrangers, pour lesquels les compétences nationales sont disponibles. Mais quand même on aura remplacé tous ces étrangers, d'accord, on aura toujours, parce que la population jeune, elle est nombreuse et c'est la plus grande population demandeurs d'emploi, on aura toujours besoin de mécanismes pour lutter
contre le chômage. Et là, nous avons fait des propositions dans le cadre de l'auto-emploi, dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat, dans le cadre des mécanismes d'accompagnement et de financement, et dans le cadre des mécanismes également de soutien des jeunes et des demandeurs d'emploi dans la phase de demande d'emploi. Donc, des propositions ont été faites, des soutiens, d'accompagnement financier, d'accompagnement en termes de suivi et en termes de financement des projets ont été faits pour qu'on démystifie l'entrepreneuriat. Parce que malheureusement, au Gabon, depuis le banc de l'école, on nous forme pour être ingénieur, pour être technicien supérieur, pour être docteur, pour être juriste, donc arrêter pour être dans une entreprise au service de quelqu'un ou pour être dans une administration au service de l'État. D'accord ? Il est important, nous avons fait ces propositions, que depuis le banc de l'école, qu'il y ait un pan entrepreneuriat qui soit introduit depuis le lycée jusqu'à l'université, parce que on peut même en tant que juriste créer son entreprise depuis l'université et se dire, quand je sors, quand j'aurai mon master 2 en droit, je n'irai pas cogner la porte du concours de telle structure de l'État, je n'irai pas cogner la porte auprès de telle entreprise, mais je peux ouvrir mon cabinet et je peux faire ceci, je peux faire cela. Et donc, c'est autant de propositions qui ont été faites pour dire qu'il faut stimuler l'entrepreneuriat. Au-delà de mettre les moyens, parce que par le passé, des moyens ont été mis. Mais si on met des moyens dans les mains des personnes qui n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat, parce qu'on veut juste les pousser à y aller, et on va jeter des moyens à l'eau comme on en a jeté par des projets qui ont été faits par le passé. Donc il faut créer un cadre de promotion de l'entrepreneuriat dans l'esprit, dans la conscience, dans la culture générale du Gabonais depuis l'école. D'accord. Alors nous allons passer au climat social dans le secteur pétrolier. Je crois que les Gabonais ont bien compris que des mesures ont été prises concernant l'emploi pour le Gabon de demain, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du dialogue national inclusif, c'est préparer justement le Gabon de demain, et on a la chance d'avoir justement des syndicalistes dans la plupart des sous-commissions qui travaillent donc d'arrache-pied pour que le Gabonais puisse, autant que faire se peut, avoir à l'esprit que ces propositions ont non seulement été entendues, mais qu'à côté de ça, elles vont certainement être prises en compte et permettre à ce que le Gabon de demain soit différent de celui d'avant le 30 août 2023. Alors, pour revenir sur le climat social aujourd'hui dans le secteur pétrolier, quel état de lieu on peut faire depuis justement le 30 août 2023 ? Oui, je vais revenir. Le Gabon de demain, c'est après le dialogue. Hein. Il faut que les Gabonais sachent, les Gabonais comprennent que nous n'allons pas attendre 2025 pour que les décisions du dialogue commencent à être implémentées. Il y a des décisions, et c'est la parole du président de la République, et nous allons tous veiller à ce que ce soit mis en œuvre. Il y a des décisions qui vont être implémentées immédiatement au sortir du dialogue. Parce que autant de décisions qui ont été prises, il y a des décisions immédiates, des décisions à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, lorsqu'on dit le Gabon de demain, ce n'est pas en 2050. Le Gabon de demain, il faut que les Gabonais le comprennent. Nous ne sommes pas venus ici au dialogue pour faire les mêmes dialogues que Bongo PDG pendant des années où rien ne se faisait par la suite. Nous sommes venus à un dialogue où, dès le mois de juillet, dès le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, nous allons voir la matérialisation des effets de ce dialogue. En tout cas, les journalistes seront là pour le rappeler voilà. au CTR. Donc, c'est important. Et c'est aussi pour attirer l'attention du CTRI. Pour dire que les Gabonais n'attendent pas 2050. Les Gabonais attendent qu'au sortir d'ici, des actions soient mises en œuvre, soient implémentées pour qu'ils voient les fruits de leurs propositions, de la matérialisation et l'acceptation de leurs propositions. Parfait. Parlant du secteur pétrolier, oui, le climat social est délétère de ce secteur pétrolier. Il est délétère, c'est-à-dire qu'il est amer, c'est-à-dire qu'il est trouble. Les conflits sont légion, manifestes. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela ? N'eût été la responsabilité de l'ONEP en tant que syndicat majoritaire de ce secteur, on aurait enregistré plus d'une vingtaine de grèves aujourd'hui dans le secteur pétrolier. Ce qui l'explique, c'est que les employeurs du secteur pétrolier, nonobstant l'événement du 30 août, sont encore dans le paradigme d'avant le 30 août. C'est-à-dire dans une situation où ils étaient des rois télé. Le tout pouvoir leur a été donné par Ali Bongo et ses sbires. Tout pouvoir, je dis bien tout pouvoir leur avait été donné. Donc du coup, les lois, les règlements, les droits des travailleurs, ils appliquaient ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient. On arrive au 30 août, les Gabonais retrouvent l'espoir de ce que leurs droits peuvent être compris et appliqués. Les employeurs continuent de faire dos rond et ne pas respecter la volonté
de la loi. Et du coup, les préavis de grève sont déposés. On va même jusqu'à chez l'inspecteur du travail, mais il n'y a pas de solution. D'accord? L'ONEP a saisi les plus hautes autorités, on a saisi les ministres, on n'a toujours pas de solution je suppose qu'il n'y a le pas mois de de novembre. solution parce que, comme vous le disiez, des mécanismes n'ont pas été mis en place pour que les inspecteurs du travail soient libres de faire leur travail correctement. Non, après le 30 août, on ne peut plus parler des mécanismes. Après le 30 août, en principe, toutes les autorités qui sont sous l'autorité du CTRI devraient avoir la même dynamique, la même volonté et la même autorité que le CDRI pour accomplir la volonté des populations, pour accomplir les lois. Après, peut-être qu'il faut le dire aussi, il y a certaines de nos autorités qui, elles aussi, n'ont pas encore réalisé que nous sommes dans un nouveau Gabon. Il y a certains inspecteurs, certains ministres qui n'ont pas encore compris que nous sommes dans un nouveau Gabon, qui pensent qu'il faut toujours avoir peur d'un employeur parce qu'on risque de perdre son poste de travail au plus haut niveau si on n'est pas d'accord avec l'employeur, qui pensent qu'il faut réfléchir à 2 fois avant d'appliquer la loi. C'est malheureusement ça la réalité. Il faut se le dire. C'est pourquoi aujourd'hui, un syndicat qui pose des problèmes, qui doit trouver solution auprès de l'inspecteur, pas de solution, qui doit trouver solution auprès des ministres de tutelle, il n'y a pas de solution, on est obligé d'aller chez le président de la République pour aller poser des problèmes. Dans un pays normal, ça n'existe pas. Mais vous comprenez que nous sommes dans le cas de transition, il y en a qui croient, d'autres qui ne croient pas. Nous, nous y croyons. C'est pourquoi nous pensons que si les autorités nommées par le CTRI ne comprennent pas qu'il faut faire appliquer la loi et exercer l'autorité qui leur est donnée par le CTRI, nous on va directement vers le CTRI. Et c'est ce qui a fait que l'ONEP, le 23 février 2024, a été reçu par le président de la République, chef de l'État. Nous allons justement présenter en parler. Donc, les problèmes nombreux de ce secteur pétrolier, qui est le secteur qui pourvoit à majorité du budget du Gabon. Parfait. Alors, il y a quelques semaines, donc le 22 mars dernier, un accident a eu lieu sur l'une des plateformes de Perenco Gas and Oil Gabon, donc une entreprise pétrolière établie à Port-Gentil. Il y a eu, je crois, 5 morts et 1 disparu. L'ONEP a justement réagi à cet accident parce que derrière la communication de Perenco, l'Organisation nationale des employés du secteur du pétrole estimait qu'il y avait évidemment un certain nombre de choses à reprocher justement à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement? Oui, il y a un dramatique événement qui a eu lieu le 20 mars. C'était exactement le 20 mars, c'était un jeudi 20 mars. Il y a eu une explosion autour d'un puits de pétrole sur la plateforme Bekuna du site Tchatamba de Perenco Oil and Gas Gabon. Et il y a eu 6 vies qui ont été perdues. 6 vies qui ont été perdues. Un expatrié qui était le superviseur de l'opération Workover qui s'éteignait et 5 compatriotes. Donc un Camerounais et 4 Gabonais. Ils ont perdu la vie. 4 d'entre eux ont été calcinés. C'est calciné, d'accord? C'est un accident. C'est un accident, mais ce n'est pas une catastrophe naturelle. Vous voyez la différence entre un accident et une catastrophe naturelle? C'est qu'une catastrophe naturelle, personne ne peut la prévoir et personne ne peut l'éviter. Mais un accident, on le prévient et on peut l'éviter si les dispositions préventives sont mises en œuvre. Ou si, au moment où il survient, des mesures pour lutter contre l'incident ou l'action qui se fait sont mises en œuvre. Il se trouve malheureusement que chez Perenco, c'est l'esclavagisation des travailleurs. Chez Perenco, les gens sont embauchés, ils sont mis sous des contrats dits de sous-traitance, des contrats de 1 mois, 1 mois, en passant par plusieurs employeurs, et ils ont pour mission de produire les barils de Perenco. Celui qui constate des conditions de sécurité non réunies, des procédures qui ne sont pas respectées et qui veut rechigner, il prend le risque de ne plus revenir sur ce chantier-là le mois d'après. Mais pourtant... Du coup, les gens, ils travaillent, en fait, dans la peur. Ils sont esclaves de leur bout de pain. Parce qu'ils se disent, si je ne fais pas mon travail, malgré que les conditions ne sont pas réunies, eh bien, quand je sors d'ici, je ne reviens plus sur mon site d'installation. Oui, sur ce site de Perenco, au cours de cette opération de workover, les conditions de sécurité n'ont pas été réunies pour éviter cet accident. Et lorsque l'éruption de brut s'est déclarée, le pétrole, il est sous-sol, il est bien loin. Par moyen de pression, il quitte le fond, il vient en surface. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des mesures de sécurisation de ce puits qui n'ont pas été décidées
par les personnes qui auraient dû les décider. Pourtant, Perenco, dans un communiqué, disait le contraire, disait que des mesures avaient été prises par l'entreprise et que malheureusement, elle s'est certainement laissée déborder par l'ampleur de l'incident, de la catastrophe. De toutes les façons, il y a une enquête qui a été diligentée une enquête technique qui a été diligentée par le ministère du Pétrole. Bon, j'ose espérer que ce ministère du Pétrole sera dans l'esprit de la restauration de la dignité du travailleur gabonais pour que la vérité soit faite. Il y a une autre enquête qui a été diligentée, cette fois-ci au pénal, qui a été diligentée par le procureur de la République. J'ose espérer que ce procureur de la République aura l'esprit du nouveau Gabon pour que la vérité soit faite. Est-ce que les partenaires sociaux ont été justement impliqués dans ces enquêtes ou pas du tout? Les partenaires sociaux n'ont pas été impliqués. Perenco n'a pas impliqué. Perenco, ou en son sein l'ONEP, le syndicat le plus représentatif, Perenco n'a jamais associé l'ONEP. Les autorités sont parties rendre visite à Perenco pour savoir ce qui se passe. Ils ne se sont pas fait accompagner du syndicat majoritaire au sein de Perenco et au sein du secteur pétrolier qu'est l'ONEP. Et ce syndicat qui dénonce les actions, les malversations, les manigances, les esclavagismes à Perenco. Vous voyez, en fait, on a l'impression que c'est un jeu de dupes. Les autorités vont parler avec le bourreau, et celui qui dénonce au grand jour les manigances du bourreau, on le met à l'écart et on va écouter les vérités ou les mensonges du bourreau et on vient les balancer à la télévision en disant que voici ce qui s'est passé à Perenco. C'est dommage parce qu'en fait il y a une réalité, c'est qu'on ne veut pas que la vérité soit sue et la vérité soit connue. Peu importe, la vérité tôt ou tard connaîtra toujours son épilogue. Nous avons l'impression que les autorités ne sont pas franches, que les autorités ne jouent pas franc jeu, que les autorités veulent protéger Perenco. Il faut l'avouer, Perenco est le plus gros producteur de ce pays. Perenco participe pour beaucoup au fonctionnement des activités du gouvernement, des projets, ainsi de suite dans ce pays. Perenco influence les autorités dans ce pays. Donc c'était la réalité avec le pouvoir sortant. Nous nous posons la question de savoir est-ce que le pouvoir d'aujourd'hui continue de laisser Perenco régner à maître en dans le secteur pétrolier ou les choses vont changer? La question est posée et en même temps, je voulais savoir si depuis cet accident, Perenco n'a pas justement invité des membres de l'ONEP, en tout cas au moins le secrétaire général que vous êtes, à une discussion ou à vous impliquer justement dans tout ce qui est en train de se faire depuis cet accident. Non, Perenco ne connaît pas ce qu'on appelle le dialogue social. Perenco, c'est des esclavagistes, je vous dis. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le dialogue social. Le dialogue social, pour eux, ils ne connaissent pas. Donc, ils pensent qu'ils font les choses comme ils veulent et ils rendent compte simplement à l'administration, aux autorités. Les autorités aussi ne connaissent pas ce qu'on appelle le dialogue social. Je peux le dire. Parce que le dialogue social, il est tripartite. Quand un gouvernement se déplace face à une situation qui engage deux parties, un employeur et des travailleurs qui se plaignent, un gouvernement se déplace et il va uniquement rencontrer l'employeur sans les représentants des travailleurs, ce qu'ils ont une ignorance de ce qu'on appelle le dialogue social. Et d'ailleurs, même les autorités... Il y a une volonté manifeste d'exclure une partie importante du dialogue social. Donc, si vous avez un dialogue social tripartite, que vous excluez une partie, ce n'est plus le dialogue social. Ça devient une relation amicale entre un gouvernement et un employeur. D'accord. Donc les autorités ne vous en ont plus convié depuis, en tout cas, que l'accident a eu lieu. Est-ce que vous avez eu une discussion avec le ministère? Aucune autorité, ministère ou quoi, ne nous a approchés, ne nous a abordés, ne nous a associés dans tout ce qu'ils font, dans le secret. D'accord. Alors, fidèles internautes, pour ceux qui nous rejoignent à peine, je rappelle donc que nous sommes en présence de Monsieur Sylvain Mayabi Binet, qui est le secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du secteur pétrolier, mais en même temps commissaire dans la sous-commission emploi au dialogue national inclusif qui se déroule ici au stade d'Angondje depuis le 4 avril dernier et qui s'achèvera la semaine prochaine, donc le 30 avril 2024. Soyez donc très attentifs avec ce qui va suivre parce que nous allons maintenant aborder la question de l'arrêté numéro 024 signé le 16 avril par le président de la transition. Alors nous allons en parler avec vous, cet arrêté qui porte justement sur la création, l'attribution et surtout l'organisation de la commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures. Pouvez-vous nous en parler? De quoi s'agit-il? Comme je vous l'expliquais, pendant plus de 4 mois, les travailleurs du secteur pétrolier ont crié
ont crié. Des menaces de grève ont été indiquées. Ça n'a pas trouvé l'écho de l'administration. Et ça n'a pas stoppé l'élan machiavélique des employeurs du secteur pétrolier. D'accord? Et gloire soit rendue à Dieu que nos cris ont été écoutés du côté de la présidence. Et le 23 février, le président nous a reçus. Et nous avons exposé la situation au président en disant que nous avons, soit il prend les choses en main, soit le secteur s'embrase. Et le président a décidé de prendre les choses en main. Et le 23 février, il avait fait la promesse à l'ONEP de mettre en place une commission technique dirigée par ses services qui va analyser toutes les problématiques et tous les problèmes posés par les travailleurs, notamment la précarité de l'emploi, qui devient une pratique, quand même elle est illégale, notamment les licenciements arbitraires et abusifs qui se font, et toutes les autres questions liées aux 20 préavis de grève déposés par l'ONEP sur la table des emplois du secteur pétrolier. Nous avons entendu, depuis le 23 février, que cette décision du président se matérialise. Et fort heureusement, et bien heureusement, le 16 mars, il l'a matérialisé par cet arrêté, numéro 024. Et cet arrêté, aujourd'hui, les travailleurs du secteur pétrolier sont heureux de savoir qu'il est signé du président public. Les travailleurs du secteur pétrolier attendent que les travaux de cette commission débutent le plus rapidement possible. Parce que la patience a été longue. Et maintenant que le président a parlé par écrit, il n'y a plus de raison que les collaborateurs du président public retardent la mise en œuvre de la volonté et l'addition du président public. Alors, un petit fait que l'on constate dans cet arrêté, c'est dans la composition justement du bureau, si on peut dire, de cette commission. Nous ne voyons justement pas la présence des partenaires sociaux. Est-ce que vous avez fait ce constat ou pas? Oui, on a fait ce constat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une commission tripartite. D'accord? Ce n'est pas une commission tripartite. Elle ne va pas travailler comme nous avons travaillé ici au dialogue. Voilà. Elle ne va pas travailler sans nous. C'est-à-dire que nous allons passer. Parce que c'est nous qui avons posé des problèmes. Nous allons passer devant cette commission. C'est un peu comme une commission d'arbitrage. Nous allons passer devant cette commission. Nous avons des griefs qu'on reproche à Perenco. Perenco et nous serons convoqués devant cette commission. Et nous, ce n'est pas la seule entreprise. Et nous, Perenco, on dit qu'il y en a 20. Perenco et tous ses sous-traitants, il y en a moins 7. Il y a Assala et ses sous-traitants. Il y a Morel et Pomme et ses sous-traitants. Il y a Adax. Bon, ils ont fermé les activités, mais il y a leurs sous-traitants. Donc, il y a autant d'entreprises qui seront convoquées devant cette commission. Et donc, les problèmes seront posés et cette commission va être un peu comme une commission d'arbitre qui va dire ça c'est la loi, ça s'applique, ça c'est la négociation, trouver une solution. Et voilà. Donc à vous entendre, on a l'impression que vous êtes confiant que cette commission peut effectivement sortir un travail qui permettra de rassurer dans un premier temps les partenaires sociaux que vous êtes, mais surtout, vous avez l'impression qu'avec cette commission, les employés du secteur pétrolier vont enfin être entendus. C'est comme une impression que l'on... Non, mais ce n'est pas une impression. Soit on a confiance au président, soit on n'a pas confiance au président. C'est une certitude. Parce que le président nous a dit des choses le 23 février. Il nous a dit des choses. Les membres de cette commission, notamment le président de cette commission, étaient à cette rencontre du 23 février. Ce que le président a dit, il l'a entendu, nous aussi nous l'avons entendu. Et donc il s'agit aujourd'hui de mettre fin à la précarité de l'emploi dans le secteur pétrolier. Et partant dans tout le Gabon. C'est le véritable mal qui mine les travailleurs du secteur pétrolier et les travailleurs du secteur privé, la précarité de l'emploi. Le président a été clair au cours de cette réunion. Il a dit ça là, c'est de l'esclavagisme, il faut arrêter ça. Sur les 20 préavis de grève, 80% des demandes dans ce préavis de grève, c'est de mettre fin à l'esclavagisation des travailleurs du secteur pétrolier, à cette précarité de l'emploi. Donc nous sommes dans un forum où le président donne des missions à des gens pour dire, régler ces problèmes-là. Et il y a des consignes qui ont été données fermes. Nous allons les rappeler aux membres de cette commission. Parce que nous avons tous été présents dans ce que le président dit. C'est pourquoi nous disons,
vivement que cette commission débute ses travaux. Parce que nous sommes déjà en train, et nous l'avons déjà dit, merci au président de la République d'avoir fait sa part. Maintenant, à la commission de faire sa part. Nous voulons dire que nous avons entendu ça et là des voix qui se lèvent, qui disent des choses sur l'arrêté, sur pas mal de choses. Bref, nous, tout ça, ça ne nous aide pas. Les interprétations juridico-politico-régionalistes, ce n'est pas notre préoccupation. Le président a décidé par un texte réglementaire. La décision du président nous satisfait pleinement. Elle répond à nos attentes. Nous voulons voir la matérialisation de cette décision. Elle concerne premièrement les demandeurs. Et les demandeurs, ce sont les travailleurs du secteur pétrolier et activités connexes. Les demandeurs, ce n'est pas les employeurs. Les demandeurs, ce n'est pas les politiciens. Les demandeurs, ce n'est pas les activistes. Les demandeurs, ce n'est pas les conseils du président. Les demandeurs, ce sont les travailleurs du secteur pétrolier et activités connexes. Et nous disons, Monsieur le Président, nous sommes satisfaits. Nous vous disons merci. Monsieur le Président, ne vous laissez pas distraire par les personnes qui veulent créer la zizanie pour que la mise en œuvre de cette commission ne se fasse pas et que les travailleurs se lèvent pour faire de la grève dans le secteur pétrolier, alors que vous avez déjà décidé de ce que les solutions doivent être trouvées. Nous attendons que les solutions soient trouvées. Les gens qui font le bruit, ça ne nous regarde pas et nous ne sommes pas comptables de ça. Nous voulons voir cette commission commencer ses travaux avant le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Et il serait souhaitable que cette fête-là soit célébrée dans le secteur pétrolier avec faste parce que cette commission aura commencé ses travaux. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, c'est donc sur ces mots de M. Sylvain Mayabi Binet que prend fin notre émission. Je vous rappelle que M. Sylvain Mayabi Binet est secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du secteur du pétrole, mais accessoirement, c'est également un des commissaires de la sous-commission emploi dans la commission économie. Nous allons donc vous dire merci de nous avoir suivis et surtout, restez connectés. N'oubliez pas, nous sommes à la fois sur Facebook, TikTok et YouTube. Merci de nous avoir suivis. C'était votre humble serviteur, M. Ferdinand Demba, accessoirement directeur de publication. Merci.